Donc, on commence par Olivier Guérin, euh, qui est membre associé au CRAL, qui est partie prenante de l'équipe du séminaire, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay, qui mène des recherches aussi au centre Navier, à l'Université des... Euh, bon, qui a publié, l'issue de sa thèse, Hollywood face à la censure. Euh, Ensuite, Jeu de rôle, les forges de la fiction, toujours chez CNRS Éditions. Puis Définir la fiction du roman au jeu d'échecs, elle a été publiée aux éditions de l'EHESS. Euh, et puis deux ouvrages en 2020, l'un en nom propre, l'autre en collaboration. Le premier, donc, c'est Le cerveau comme machine, génie et surdoué à l'écran, 2020, et l'autre, c'est Le gouffre au cinéma, avec Réjeanne Amélie-Vallée. Et donc, il est aussi à ses nuits perdues, scénariste de jeux, de rôle sur table et développeur de jeux de société. Donc, je te laisse avec grand plaisir la parole pour 5 minutes. On commence très tard, et donc On est peu de voilà. choses. Merci Philippe. Euh, bon, allez. Alors moi, je suis narratologue. Allez, coming out. Voilà, je suis narratologue. Je suis narratologue par accident et par nécessité. Il ne s'agit pas de parler de moi, naturellement, mais d'expliquer à travers ce parcours-là une des facettes, en tout cas, de la narratologie, telle qu'on peut la vivre, notamment grâce à ce séminaire, certainement par d'autres moyens, mais on ne peut pas être partout. Alors, je suis arrivé tardivement dans le séminaire en 2009, donc je suis sociologue au départ, donc sans habitus narratologique, on va dire, sans les éléments de formation initiale qui m'auraient conduit un peu mécaniquement vers cette discipline, avec une certaine candeur dans le choix des objets et dans la réception de ce que disaient les collègues, notamment la réception de certaines évidences qui pour moi n'en étaient pas. Euh, Par exemple, l'idée que la fiction serait narrative, langagière, mimétique, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces différents concepts doivent être associés? Qu'est-ce que c'est que cette cellule, mimesis muto, ce genre de choses que je rencontrais et qui me donnait plutôt le sentiment qu'il fallait écouter les articulations entre ces éléments-là plutôt que de les considérer comme un ensemble compact et, euh, et, et uniforme. Euh, j'ai repris la liste des interventions que j'ai pu faire dans ce séminaire. Quand on regarde ça avec 15 ans de recul, on se dit ce mec est fou. C'est-à-dire, je suis intervenu sur des jeux vidéo, je suis intervenu sur François Godot, sur Witnesspedia, sur les jeux de rôle sur table, naturellement, sur les grands scientifiques. Et en fait, derrière ça, donc c'est peut-être la narratologie baroque, ou une espèce de narratologie artésienne, une espèce de truc comme ça qui sortirait sans qu'on ait nécessairement foré dans cette direction-là. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un coup de foudre pour l'objet euh, avant de chercher la méthode qui ira suivre les différents objets. Et j'ai toujours eu pas mal d'agacement vis-à-vis des méthodes déconnectées de leur objet, ou en tout cas des méthodes qui ont l'ambition de, de s'affranchir des objets initiaux. Euh, ce qui m'intéresse dans le récit, c'est la multiplicité de ces manifestations. C'est pas l'obsession que peuvent avoir certains de le réduire à quelques formes élémentaires, pour prendre une expression durkheimienne. Et en fait, je suis narratologue parce que je suis sociologue. C'est-à-dire que il y a un regard sociologique sur les objets que je continue de revendiquer. Hein,
franchi un quelconque Rubicon, je suis de part et d'autre de la rivière. D'abord, la sensibilité, Lisbeth en parlait, la sensibilité aux opérations de cadrage, c'est-à-dire le cadre social, c'est simplement la réponse à la question que se passe-t-il ici, et ça définit très largement les prémices de la communication. Si à l'EHESS je dis le chat est sur le paillasson, de toute évidence, on va y reconnaître un exemple canonique de logique propositionnelle, et les gens qui ne le reconnaîtraient pas vont se sentir coupables de ne pas le connaître. Si je dis le chat est sur le paillasson à côté de chez moi, on va chercher un chat sur un paillasson. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la modélisation qui ferait prendre immédiatement cet énoncé au second degré. Il y a des effets de cadrage qui vont définir la normalité de ce qu'on dit, définir la fictionnalité ou non de ce qu'on dit. Et tout ça nous vient de Bateson au départ, mais largement de la sociologie de Goffman. Et on le retrouve, en tout cas c'est extrêmement compatible, dans les textes de Jean-Marie Schaeffer, tout naturellement, quand il parle là aussi du cadre pragmatique qui définit la fiction. Euh, Être sociologue, c'est aussi se poser la question, quand on travaille comme moi sur les industries de loisirs, de la division du travail dans les studios. C'est-à-dire que si j'ai l'ambition de décorréler les concepts, c'est aussi parce que dans cette division du travail, je vais tomber sur des personnes dont le périmètre exclusif est de faire de la construction diégétique, et 3 bureaux plus loin, on aura les scénaristes. Ailleurs encore, on aura des personnes qui sont en charge des règles de simulation. Si on parle d'un processus créatif de jeu de rôle sur table, où là, c'est une petite équipe, ou d'un studio de jeux vidéo, où là, on aura peut-être 100 ou 200 personnes au générique d'un seul jeu. C'est aussi le travail sur l'ethnologie, alors là, à toute petite échelle, des jeux narratifs. Quand on se lance à 4 ou 5 dans la construction à la fois d'une diégèse et d'une intrigue, et qu'on cherche à créer la tension narrative, sinon le jeu ne démarre pas, puis à la résoudre ou pas. Et c'est très intéressant de voir ces situations de nouement suspendu, hein, comme le dit Raphaël Baroni, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se satisfaire de rester au milieu aristotélicien du récit, et de ne pas trouver ça tout à fait gênant de ne pas conclure. Donc moi j'avais ces objets-là, sur lesquels j'ai des heures et des heures d'enregistrement, et qui ne collaient pas nécessairement avec les outils dont je disposais. Donc, au bout d'un moment, on finit par écrire, par créer ses propres outils pour rendre compte de ce qu'on observe. Et puis, je viens d'une école sociologique, essentiellement celle de Boltanski, de Château-Renaud, dont Lisbeth parlait également, qui travaille sur les catégorisations de sens commun. Qu'est-ce que les gens, les acteurs, comme on dit en sociologie, mais voilà, les gens, qu'est-ce que les gens appellent fiction? Qu'est-ce qu'ils appellent récit? Qu'est-ce qu'ils appellent représentation? Et quand on leur donne un petit carnet en disant bah, pendant une semaine, est-ce que tu peux me noter quelles ont été tes expériences de la fiction, par exemple, on a une somme très hétéroclite de segments d'expérience et d'œuvres dont il faut tenir compte. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'être le perroquet. Il ne s'agit pas de dire ce que disent les acteurs, comme le slogan des années 90 qui a été très critiqué à juste titre. Il s'agit de produire des théories robustes, de faire science, mais en rendant raison autant que possible du raisonnement sous-jacent au sens commun. Qu'y a-t-il en fait dans la manière dont on va classer des œuvres dans une médiathèque? Qu'y a-t-il dans la manière dont les personnes vont dire ah bah ça c'est un documentaire où je suis pas tout à fait sûr, tiens ça c'est peut-être un docu-fiction, par exemple. Qu'est-ce que sont ces objets? Qu'y a-t-il dans la culture narrative du spectateur de base lorsqu'il décortique une série à 2 niveaux en disant ah ça y est je vois l'appartement de tel personnage, il sera là dans la saison prochaine, parce que sinon on n'aurait pas créé son décor. Donc, tous ces éléments qui remontent du terrain et qui nourrissent la réflexion théorique. Je suis aussi narratologue en dépit de ma formation de sociologue, ou en tout cas, je suis un peu trop narratologue aux yeux de mes collègues sociologues. Enfin, je l'entends. J'aimerais qu'ils touchent un peu plus du doigt
la pertinence d'une approche narratologique. Certains le font. Sabine Chalbon, par exemple, d'évidence, Réjeanne Lamus-Vallée, dont on parlait tout à l'heure. Euh, D'autres gagneraient, je pense, à le faire, d'abord dans l'étude des effets des médias, euh, que ce soit œuvres documentaires ou fictionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des biais narratifs. Euh, j'ai l'occasion de former, par exemple, des journalistes en formation continue à cette question des biais narratifs. Et au départ, on a un retour un peu agressif. Qu'est-ce que c'est que cette narratologie? Vous allez nous apprendre à raconter l'info? Ou vous allez nous dire que c'est mal de raconter l'info? Non, c'est pas ça. C'est comment raconter l'info avec le moins de biais narratifs possible, de la même façon que on essaye tous de vivre notre quotidien avec le moins de biais cognitifs possible une fois qu'on a mis le doigt sur ceci. Autre élément, je pense que la sociologie gagnerait à avoir une compréhension un peu plus narratologique du matériau qu'on recueille en entretien, et pas seulement en récit de vie. Naturellement, en récit de vie, on est très sensible à ça, mais dans tout entretien sociologique, on a de la mise en récit, on a de la mise en intrigue, et qu'on fasse du récit le substrat de l'identité personnelle ou pas, hein, il y a débat, bien entendu, sur cette question, et je n'ai pas de position très arrêtée là-dessus. Euh, Quoi qu'il arrive, on traite de la matière narrative si on n'est pas simplement dans une sociologie purement quantitative appuyée sur des statistiques de recensement ou sur des données de questionnaire. Autre aspect, autre cheval de bataille, je dirais, en dehors du séminaire face à mes collègues sociologues, travailler sur les querelles d'acceptabilité. C'est-à-dire quand on travaille sur l'histoire de la censure, quand on travaille sur l'histoire des sensibilités, des interprétations, euh, c'est pas simplement dire rétrospectivement à telle œuvre a changé le cours de l'histoire de la censure. Il y a un avant et un après. Le dernier tango à Paris, un avant et un après, Citizen Kane, etc. C'est aussi pourquoi. Pourquoi dans le texte, pourquoi dans le tissu narratif de cette œuvre-là, y a-t-il eu les facteurs de changement, en plus de tous les ingrédients sociologiques qui ont contribué à ce que ce changement soit possible? On aura saisi le petit clin d'œil à notre thème de séminaire de cette année, hein, sur l'acceptabilité des récits. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, on a des vidéos qui permettent de creuser sur chacun de ces éléments et sur les particularités donc narratives des œuvres qui créent un avant et un après dans l'histoire de l'acceptabilité. Et puis, un point qui me semble très programmatique, et c'est assez drôle d'entendre que des collègues comme Todorov, comme Pavel, des collègues incroyablement influents dans nos débats, s'étaient tournés vers la narratologie parce que ça apparaissait comme quelque chose d'assez inoffensif dans les régimes où ils ont grandi. Pour moi, la narratologie est un savoir totalement incendiaire pour comprendre ces questions d'acceptabilité, mais aussi pour comprendre comment on crée des récits, et notamment des récits d'avenir, des perspectives d'avenir. C'était le sens de la séance que j'avais animée sur Witnesspedia. C'est une expérience assez folle de création donc d'une utopie pour réinventer des récits d'avenir, et en général, tout l'intérêt qu'il y a à dialoguer avec des spécialistes de la science-fiction ou des auteurs qui exercent dans ce domaine-là. Donc, voilà, j'ai essayé de mettre en regard hein, la sociologie et la narratologie, pas pour les opposer, mais bien entendu pour en souligner les articulations. Je dirais que je suis plus narratomane en fait que narratologue. Et donc je suis ravi en tout cas de faire partie de ce groupe de parole de grands addicts aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, merci Olivier. Je vais donner la parole à Thomas Conrad, qui est maître de conférence à l'ENS, qui est un spécialiste de littérature du 19e siècle.
et qui travaille en particulier sur les cycles romanesques, la transfictionnalité, et qui est membre de l'équipe et donc du séminaire. Je signale un volume paru en 2016, Poétique des cycles romanesques, de Balzac à Volodi, chez Garnier. Voilà, je te donne la parole. Merci. Merci Olivier pour ton témoignage de l'addict. Moi, j'en suis un peu avant dans mon cheminement. Suis-je narratologue? Bon, comme tout le monde, j'ai l'impression d'ailleurs que ça crée une série de questions. Suis-je narratologue? Donc, qu'est-ce que la narratologie? La narratologie est-elle une discipline? Où en sommes-nous des études littéraires? Ne sommes-nous pas dans une crise des études littéraires? Qu'en est-il finalement de la sensibilité de la société à la culture et aux produits sophistiqués de la culture? Et bon, on arrive assez vite à une situation de crise globale qui justifie un peu le groupe de parole, peut-être. Et heureusement, apparemment, notre table ronde est censée donc résoudre tous ces problèmes. Bon, pour ma part, donc je ne sais pas si je suis narratologue, je caractériserai ma position, disons, travaillant dans la poétique historique du roman, disons. Et je suis particulièrement sensible à deux tendances majeures, disons, des études narratives telles qu'elles sont visibles, en tout cas dans l'évolution du séminaire dans les dernières années auxquelles j'ai assisté, et puis dans l'histoire auquel on a eu accès par le dossier qui nous a été rappelé. La première tendance, c'est l'articulation des procédés narratifs à leur dimension historique et sociale, avec une inflexion sociale de nos concepts, même les plus abstraits, de narrateur, de voix, de point de vue, qui renvoie de plus en plus aux conditions réelles d'écriture et à la manière dont elles sont mises en place dans le champ social. Mais même, en fait, les notions de vitesse du récit, d'ordre du récit, et même la notion de fabula ou de diégèse, d'une certaine manière, sont aussi infléchies dans ce sens lorsqu'on prend en compte la poétique du support, les modes de production et de diffusion des œuvres. Et pour prendre un objet sur lequel j'ai travaillé, et j'imagine qu'Anaïs sera relativement d'accord, c'est une manière de te passer la parole par avance, il est assez net lorsqu'on étudie le découpage matériel d'un texte, hein, feuilleton, chapitrage ou inversement mise en œuvre complète, que ce découpage matériel fait varier des phénomènes qu'on peut avoir tendance à considérer de manière plus abstraite dans des termes narratologiques plus disons, dissociés de la matérialité des textes, comme la portée de la tension narrative, la vitesse perçue du récit, ou la perception même de l'existence ou non d'un lien transfictionnel. Hein. Concrètement, est-ce que le suspense nous emmène sur la prochaine livraison ou sur l'épisode suivant? Est-ce que la tension est résolue immédiatement ou plus loin? Est-ce qu'elle a une fonction discordante ou au contraire de résolution et d'intégration? Est-ce que d'ailleurs, aussi du côté des œuvres complètes, est-ce qu'on perçoit ou non le lien transfictionnel si on lit un roman unifié ou si on le lit en plusieurs romans qui sont publiés différemment? Voilà. Donc il y a une inflexion matérielle et sociale de ces notions. Je donne ces exemples plutôt pour illustrer, disons, une tendance générale qui, je crois, est un champ de recherche actuel, avec peut-être une question aussi à l'horizon, qui est est-ce que la narratologie doit être pensée, maintenue comme un niveau autonome d'analyse, ou bien est-ce que finalement, dans cette évolution-là, il n'y a pas une sorte de dilution ou de mariage heureux de la narratologie dans des méthodes historiques et sociologiques qui sont finalement maintenant peut-être l'organone, disons, des études littéraires ou des études sur le récit. Pour mon domaine, le roman français à partir du 19e siècle, il est assez net, me semble-t-il, qu'il y a une tendance historiciste assez lourde, disons, de la discipline, qui convoque la narratologie plutôt comme un outil d'appoint, que comme un cadre général. Bon, la deuxième tendance que je voulais signaler, c'était le recentrage qui me semble assez important sur le couple fiction-factuel, fictionnel-factuel. Du côté du factuel, du côté des récits de vie, des enquêtes, de ce qu'on appelle maintenant les narratifs politiques, c'est-à-dire les récits politiques ou commerciaux, et avec du côté de la fiction, qui est celui qui m'intéresse plus particulièrement, une importance marquée des théories de la fiction,
et des mondes fictionnels, de la transfictionnalité, des questions de métalève, ce que Frank Wagner signalait tout à l'heure, qui nous a rendu aussi la possibilité de nous intéresser en tant que narratologue, si on est narratologue, ce qui nous a rendu la possibilité de nous intéresser au contenu narratif. Contenu narratif, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe Roussin tout à l'heure sur le déplacement du récit à la fabula. Place maintenant au premier plan l'histoire, la diégèse, les personnages. Donc, la possibilité de s'intéresser à nouveau à ce qu'on appelait la forme du contenu. Alors, pour prendre deux questions qui m'intéressent particulièrement, en essayant de ne pas dépasser le temps imparti, vous me direz. Pour prendre deux questions qui m'intéressent particulièrement et qui correspondent aussi à des thèmes qui ont été des thèmes du séminaire dans les dernières années, je parlerai de deux pistes, qui sont la construction des mondes fictionnels, puisque ça a été un des axes retenus l'an dernier, et puis la question du personnage. Du côté des mondes fictionnels, il me semble qu'il y a tout un travail qui s'est ouvert et qui continue d'avoir lieu sur la transfictionnalité, sur la construction des mondes fictifs, ou des mondes fictionnels, selon le terme qu'on choisira, en soulignant à quel point l'extension de ces mondes fictionnels n'est pas seulement de l'ordre de l'extension narrative continue, mais de l'ordre de la création de dissonances, de tensions, de réinterprétations rétrospectives. Un effort aussi vers une totalisation esthétique, des tendances profondes du récit, en fait, qui sont devenues maintenant un axe majeur de la culture actuelle, de la culture narrative actuelle. Le deuxième point et la deuxième piste qui me semble également particulièrement active en ce moment, c'est la notion de personnage, où il me semble qu'on est dans cette ou dans cet enjeu d'articuler d'un côté quelque chose qui est de l'ordre des formations discursives, de l'intérêt historiciste, disons, pour les savoirs, les formations discursives, disons, les ensembles interdiscursifs qui façonnent la représentation des personnages dans le roman. C'est le roman qui m'intéresse. Et puis de l'autre côté, la nécessité d'apporter à cette notion ce qui peut être développé du côté de la narratologie cognitive, qui a été explorée par le séminaire depuis maintenant longtemps, du côté de la modélisation des intentions des personnages, des consciences des personnages, et du côté d'une narratologie diachronique. Je pense que c'est aussi un des axes qui peut être assez porteur désormais, du côté donc de l'histoire des modes de représentation de la vie psychique des personnages. Voilà, donc je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, mais que j'ouvre donc à la discussion, que j'offre à la discussion, c'est cette articulation entre d'un côté les enjeux historiques de l'analyse des formations discursives, disons, et des savoirs qui constituent le discours narratif, et de l'autre côté, la mise en place des outils tels que peut les développer la narratologie. Donc, sans renoncer à l'historicisation, il me semble qu'il y a un intérêt d'une analyse proprement narratologique. Sinon, c'est bon. Et dans ces deux cas, il me semble que l'apport le plus intéressant, le plus prometteur, le plus encore actif sur ces deux sujets, c'est l'intérêt pour la narrativisation, pour l'activité du lecteur sur les blancs du récit. La manière dont on s'intéresse maintenant dans ce retour vers l'histoire racontée plutôt que vers le récit, il me semble que quand même un des déplacements qu'il y a par rapport à la phase, disons, Grémas, dont on parlait tout à l'heure, il me semble que ce retour au contenu du récit, c'est largement un retour au blanc du récit tels que ils sont donnés aux lecteurs ou aux autres récepteurs des autres types de fiction, à tout ce travail d'inférence innombrable qui constitue la part immergée, non écrite des récits et qui en même temps en constitue sans doute la part la plus active et qui met tout le reste en mouvement. Merci. Je pense qu'on aura largement l'occasion de revenir là, sur toutes les pistes que tu nous indiques. Donc, Anne Duprat va parler maintenant. Donc, elle est comparatiste, professeure de littérature comparée à l'Université de Picardie, Jules Verne, Amiens, membre de l'IEF,
et ce qui quand même permet à un certain nombre d'universitaires de travailler beaucoup plus que d'habitude, de travailler déjà beaucoup. Et donc, il y a eu, parmi beaucoup de choses, je voudrais citer un réseau de recherche important, ALEA, c'est-à-dire sur la question du hasard, figuration, configuration artificielle du hasard, représenter la contingence en Europe. Donc, qui a été évidemment interdisciplinaire et qui a donné lieu quand même à des publications importantes. Et voilà. Et alors, je ne vais peut-être pas tout, mais récemment, il y a aussi un essai, un gros essai, et c'est important. Histoire du captif, un paradigme littéraire de l'Antiquité au XVIIe siècle, qui est paru chez Drose en 2023. Donc, au fond, sur la question des récits de captifs en Europe. Et donc, tu traduis aussi, donc il y a plusieurs pièces inédites de Cervantes qui ont été traduites. Donc, le théâtre barbaresque, hein, par exemple, chez Garnier en 2022. Et donc, je te laisse la parole. Merci, Philippe. Oui, alors je vais peut-être juste enchaîner rapidement avec quelques questions comme ça en 5 minutes qui sont un peu évoquées par la première table ronde et aussi par voilà, l'ensemble des directions qui ont été évoquées tout de suite là par Thomas, par Olivier et qu'on a déjà entendu évoquer dans la première table ronde sur où on en est maintenant, c'est-à-dire que dessine la trajectoire en fait de la narratologie. Alors, j'avais prévu de revenir un petit peu sur le brouillage de cette distinction classique et classique. On en a déjà parlé dans la première table ronde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une post-narratologie ou l'épinarratologie dans laquelle on serait maintenant? Il me semble que voilà la question qui se pose vraiment pour moi, c'est qu'est-ce qu'on a à faire, c'est-à-dire quel est le plus gros enjeu là de l'ensemble en fait des trajectoires, des directions qui sont évoquées là, que ce soit les approches cognitives du récit. On peut en citer beaucoup d'autres. Quand on va au colloque, au congrès annuel de la Société internationale de narratologie, on voit émerger comme ça toutes ces tendances, les illness narratives, tout le travail qui est fait depuis des années sur ce qui a été défini, ce qui est un peu étrange pour nous, comme unnatural narratology, puisque voilà, pour nous, la différence entre natural et unnatural narratology a été problématique depuis le début. Et sur toutes ces nouvelles directions, nouvelles depuis 20 ans maintenant à peu près, en fait, il me semble que la question vraiment qui se pose là à toutes les branches de l'étude du récit, et pas seulement à toutes les branches de l'étude du récit, c'est la différence entre l'humain et le non-humain, puisque on est tous confrontés là dans tous les domaines de ce qu'on fait, puisqu'aucun de nous n'est uniquement narratologue, on l'a bien compris, hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le récit qui va nous permettre de faire cette différence très compliquée qu'on a à faire maintenant entre ce qui est produit humain, ce qui est produit non humain, ce qui est usage humain et non humain, avec la part croissante qui est prise par l'intelligence artificielle dans l'ensemble des productions culturelles et dans l'ensemble des usages culturels. Qu'est-ce que la narratologie? Qu'est-ce que l'étude du récit? On va l'appeler comme ça plus simplement. Qu'est-ce que l'étude du récit peut nous offrir comme champ de recherche là-dessus et en quoi ça peut nous aider? Là, il me semble qu'il y a une ambiguïté sur laquelle je voudrais faire porter les 2 minutes que j'ai là, en fait, qui est celle de la différence entre les objets et les méthodes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, Lisbeth le disait tout à l'heure, en disant, voilà, il faut une coopération entre sciences dures, je pense aussi à la narratologie computationnelle ou statistique, là. Il y a eu un renouvellement des théories de la lecture, des théories de la réception à l'aide tout simplement d'approches statistiques. C'est des débats qui reviennent régulièrement dans les congrès de la Société internationale de narratologie. Est-ce qu'il vaut mieux faire du Umberto Eco et faire une théorie du lector in fabula, ou est-ce qu'il vaut mieux demander aux gens comment ils ont perçu un saint qui parle comme narrateur? Est-ce qu'il vaut mieux compter avec les problèmes méthodologiques que ça pose, les gens qui cochent une case, les gens qui disent oui, je trouve ça naturel, non, je ne trouve pas ça naturel, ou est-ce qu'il vaut mieux fabriquer une théorie de la réception
De même, toutes les autres approches, les approches cognitives aussi du récit. Il y a d'un côté une question de méthode. Dans quelle mesure va-t-on se servir de formalisations qui sont des formalisations technologiques pour aborder le récit? Dans quelle mesure le traitement du récit et l'approche du récit peut bénéficier de cet outil technologique? Et puis, il y a une autre question qui est le fait que les récits que nous lisons sont de façon croissante fabriqués artificiellement. C'est-à-dire que les récits eux-mêmes participent de cette fabrication artificielle. En particulier à cause de la part croissante qui est prise maintenant massivement dans la production fictionnelle par la production sérielle. Une très, très grande partie des fictions, on l'a redit tout à l'heure maintenant, dans l'expérience qu'en font les gens et dans l'expérience qu'en font les enfants et les jeunes maintenant, un texte est devenu une fiction diminuée. Alors qu'avant, une fiction sérielle cinématographique, c'était du texte plus autre chose. Maintenant, une fiction qui n'est que textuelle est un objet pratiquement étrange, handicapé. Du coup, ce qui est intéressant, je trouve là, c'est d'essayer de pointer cette ambiguïté qu'il y a dans notre attitude vis-à-vis de la part non humaine de nos usages et de nos pratiques culturelles, cette ambiguïté qu'il y a dans les approches du texte narratif entre on s'en sert comme méthode, on se sert d'outils empruntés à l'intelligence artificielle qui sont des outils formalisants, des outils technologisants, et d'un côté, et de l'autre côté, eh ben, voilà, c'est le matériau lui-même, c'est le récit lui-même qui n'est plus nécessairement produit par les mains. Donc la recherche qu'on a à faire, il me semble, là-dessus, sur qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui ne l'est pas, elle doit explorer cette ambiguïté-là. J'en donne un exemple très simple, en fait. On a travaillé 2 ans sur le hasard dans le séminaire là. On a fait en 2 temps. D'abord, que fait le récit au hasard? Dans quelle mesure le récit intègre-t-il le hasard alors que le récit, par définition, est une formalisation d'expérience? C'est ce qui fait que le temps devient temps humain. Par conséquent, il élimine le hasard, il sémantise. Ensuite, on s'est intéressé à l'autre côté, c'est-à-dire la contingence du monde intervient dans le récit. Une série est interrompue par un accident de tournage, etc. Dans le cadre de ce travail, avec John Peer, on avait travaillé sur récit et complexité. Dans quelle mesure on peut considérer que le récit fonctionne comme un système complexe au même titre que des systèmes physiques? Là, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de formaliser artificiellement le récit ou est-ce qu'on est en train de savoir ce qu'il y a d'humain dans un récit? Qu'est-ce qui reste d'humain? Il me semble que cette ambiguïté-là, elle est à travailler et elle peut faire l'objet de la réflexion sur ce que c'est qu'une épinarratologie. C'est-à-dire maintenant, en fait, c'est ce chantier-là qui est très, très compliqué, qui me semble le plus troublant, le plus complexe à réfléchir. Dans quelle mesure on est en train de technologiser notre approche du récit ou non? Dans quelle mesure la narratologie, au contraire, nous permet d'essayer de définir ce qui reste humain, ce qui n'est que humain, ce qui peut distinguer l'humain dans les productions culturelles. Voilà. C'est un peu ça la question qui me semble la plus compliquée, quoi, maintenant. Merci beaucoup. Comme on disait l'autre fois, c'est bien en l'histoire, parce que c'est la science narratologique qui était considérée par les littéraires et la réponse non humaine, qui Bah ouais. service et voilà. Donc je pense qu'on parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Anaïs. Excuse-moi. Anaïs Goudemont, donc, qui est maître de conférence à la Sorbonne Université. Il a soutenu sa thèse en 2018, qui était intitulée Récits en partage, expérience de la sérialité narrative en culture médiatique. Et donc qui porte sur les différentes formes que revêt l'expérience des récits sériels, telles qu'elles sont modelées par les contraintes de production et de diffusion de la culture médiatique.
et elle est par ailleurs membre d'une association des chercheurs en littérature populaire et médiatique que je mentionne parce que, au fond, une grande part, je trouve, des travaux sur le récit se font dans le cadre de ce type de nouvelle association aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour poursuivre peut-être sur le fil rouge de cette table, moi, je dirais aussi que je suis narratologue. Hein, et voilà, continuons. Et puis, peut-être en réaction à ce que disait Annick Louis tout à l'heure, qui se demandait si le séminaire avait formé plutôt davantage à la théorie du récit plutôt que de former des narratologues. Moi, j'ai été formée en tant que narratologue en allant notamment, pas exclusivement, mais en grande partie quand même, en assistant aux séances du séminaire. Bon, après, il est vrai que je ne me présente pas au quotidien comme ça quand on me demande ce que je fais comme travail. Je dis plutôt que je suis enseignante-chercheuse. Et s'il y a... voilà, c'est une réponse un peu molle finalement, mais et s'il y a un domaine dans lequel vraiment j'assume cette étiquette de narratologue, c'est de façon anonyme. Donc, je suis un peu une narratologue anonyme sur Twitter. J'emprunte les traits d'Aristote pour animer le compte du réseau des narratologues francophones. Voilà. Et donc, dans ces quelques minutes, je vais me contenter de quelques remarques qui vont être concentrées sur des pistes qui m'intéressent plus particulièrement, qui ont déjà été, bien sûr, partiellement évoquées, au moins aujourd'hui, et qui sont liées à l'ouverture disciplinaire de la narratologie, hein, qui s'est traduite aussi pendant toutes ces années au sein du séminaire du CRAN. Donc la première piste, hein, ce serait peut-être celle d'une narratologie, bon, non pas post-classique, hein, parce que maintenant il ne faut plus dire ça, mais peut-être post-fordiste. Et là, j'emprunte le terme à Mathieu Le Tourneau, qui est encore un non-narratologue très cité par les narratologues, et pour désigner non pas la méthode, mais plutôt l'objet sur lequel porterait cette narratologie, à savoir donc les œuvres de la culture médiatique, des œuvres sérielles généralement, qui sont conçues dans un contexte de production post-fordiste avec des conséquences esthétiques que cela entraîne. Et il me semble que le séminaire de narratologie de l'an dernier sur le thème raconter et construire des mondes a rencontré un très grand succès en montrant aussi la fécondité des concepts de la narratologie dans le contexte de la culture médiatique et en particulier dans la culture médiatique récente, en particulier dans l'analyse par exemple des franchises cinématographiques, et qu'inversement, des concepts comme ceux de Story World ont été enrichis et problématisés au contact de tel corpus. Donc ça va, il me semble, dans les deux sens. Ce n'est pas seulement une boîte à outils qu'on mobilise sur les franchises et autres objets de la culture médiatique, mais ça nous permet aussi de repenser des concepts. Et donc, le séminaire l'an dernier a rassemblé un public étudiant important, ce qui montre que ça correspond à des problématiques qui intéressent particulièrement de possibles futurs jeunes chercheurs et chercheuses. Et bon, ça a été signalé tout à l'heure, mais on est en train de travailler avec Olivier sur un numéro de la revue de communication dont les interventions au séminaire de l'an dernier constitueront la matière principale. Il me semble aussi, bon, Philippe vient de le rappeler, hein, mais que effectivement, c'est un chantier très dynamique pour les narratologues, hein, qui ont complètement infiltré les réseaux de la culture médiatique, hein, puisque Raphaël Baronnier est actuellement le président, hein, de l'association des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique, et j'en suis la trésorière. Donc, on est bien là. Moi, ce qui m'intéressait aussi ce qui m'intéresse aussi dans ces objets, c'est aussi en tant qu'enseignante, en fait. Je trouve ça particulièrement stimulant de travailler sur des objets que les étudiants et les étudiantes lisent, regardent, apprécient. Et en fait, je pense que c'est une dimension qui est importante aussi dans notre travail, d'étudier ce type d'objet et qui ne doit pas être bien sûr conçu au détriment de l'étude des textes littéraires plus canoniques, mais il me semble que c'est vraiment important, y compris dans des départements de lettres, d'intégrer cette dimension-là. Et justement, la narratologie, il me semble que c'est vraiment une approche qui est très féconde et qui intéresse en fait les étudiants quand ça porte sur de tels objets.
Une deuxième piste possible, ce serait de la narratologie empirique à l'ancienne. Ça peut avoir l'air d'une contradiction un peu dans les termes, hein. C'est-à-dire une prise en compte vraiment des usages des récits. Et donc, moi, j'étais ravie de constater, quand j'ai commencé à suivre le séminaire, que les sociologues étaient très bien intégrés dans le séminaire de narratologie, hein, Sabine Chalon de Merpé, Olivier Caïra, etc. Et il me semble qu'il y a quand même quelques travaux qui vont un peu dans ce sens, hein, récemment, hein, ceux de Sylvie Patron sur les small stories, par exemple. Et c'est un travail que j'ai lancé aussi d'abord en thèse, puis en post-doctorat, où j'ai commencé par étudier en fait les commentaires du live tweet de la série Downton Abbey, donc des spectateurs de la série qui postent en direct des commentaires sur leur série, sur la série qu'ils sont en train de regarder. Et ça me semblait un champ particulièrement intéressant parce qu'on a vraiment, en gros, l'attention narrative en acte, telle qu'elle est dans les termes utilisés par les utilisateurs et les utilisatrices. Et donc, comme ça m'a semblé encore plus extrêmement riche, ce type de traces numériques laissées par les récepteurs et réceptrices en ligne, j'ai essayé ensuite dans le postdoc de l'élargir et de trouver des moyens pour systématiser. Et donc, ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Anne tout à l'heure, j'ai essayé pendant cette année de postdoc justement d'automatiser les recherches, parce que j'avais commencé en travaillant de façon par capture d'écran des tweets, ce qui m'a pris une semaine, je crois, en tout, hein, juste pour un live tweet. Et voilà. Et donc, du coup, pendant cette année, en fait, ça a été davantage une initiation, une sorte de familiarisation avec les techniques de traitement automatique du langage naturel, apprendre à coder en Python. Voilà. Et ce qui fait que, en fait, donc un an, c'était beaucoup trop court pour vraiment avoir des résultats. Et c'est un chantier que j'ai dû un peu laisser de côté pour l'instant parce que une fois que j'étais en poste à la Sorbonne, évidemment, j'avais plus du tout le temps de passer beaucoup de temps dans mes lignes de code. Mais je n'abandonne pas du tout l'espoir de le poursuivre un jour. Mais c'est vrai que c'est des problèmes, des méthodes de recherche qui sont très coûteuses en termes d'acquisition de compétences et qui demandent de travailler souvent de façon collective pour pouvoir vraiment systématiser une étude des traces de la réception. Il me semble qu'on ne peut le faire justement qu'en collaborant avec des ingénieurs de recherche qui sont beaucoup plus calés que nous en programmation, en codage. Mais ça me paraît très important parce que je pense que vraiment c'est important de confronter les hypothèses théoriques avec des études empiriques. Bon, je vais peut-être passer plus rapidement sur la troisième piste parce qu'elle a été déjà pas mal évoquée. Et il me semble que c'est aussi très intéressant de se confronter à des problématiques d'actualité, y compris dans leur versant politique, idéologique, éthique, hein, dans la lignée des travaux de Lisbeth Portal-Saltet. Et c'est ce qu'on fait donc cette année dans le contexte du séminaire sur la notion d'acceptabilité. Et ça me paraît d'autant plus important que la narratologie a parfois été associée de façon pas très juste, certainement, mais à une forme de neutralité axiologique, un regard un peu froid porté sur les récits. Et je pense que justement se confronter à de telles questions, ça peut aider aussi à changer le regard qu'on porte sur la narratologie. Je termine très rapidement en faisant un petit commentaire justement sur le positionnement institutionnel de la narratologie, juste pour dire que j'avais prévu pas mal de choses, mais ça a déjà été beaucoup dit. Mais je partage complètement en fait l'opinion d'Olivier qui défend une forme d'optimisme, hein, sur le fait que la discipline fonctionne comme un milieu et qu'elle n'a peut-être pas vocation à être institutionnalisée comme je ne sais pas, la linguistique par exemple. Et ça reviendrait donc à accepter peut-être une forme de ce que Jan Betten s'appelle une régionalisation. C'est-à-dire que dans la manière dont conçoit la notion Jan Betten, en fait, les récits ne se réduisent pas à leurs caractéristiques narratives. Par exemple, aux jeux vidéo, mais ça marche pour beaucoup d'autres médias. Donc, la narratologie n'épuise pas à elle seule l'analyse de ces objets. Et elle existe au sein d'un partage disciplinaire. Et il me semble que du coup, cette dispersion au sein de multiples disciplines, en fait, fait partie de la condition de narratologue et elle est intéressante en tant que telle. Merci Anaïs.
Bon, je suis très content que, grâce à John, on puisse entendre Larissa Mouraveva, qui est donc une chercheuse russe, qui a obtenu son doctorat en 2017, est devenue maître de conférence, maîtresse de conférence à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg en 2018, où elle enseignait la littérature française, la narratologie et théorie littéraire. Et qui a quitté le pays en 2022, donc en raison de la guerre en Ukraine, et qui est chercheuse en exil, donc qui a été... la chose n'est pas facile pour les chercheurs ukrainiens qui ont le programme PAUSE, et encore moins facile pour les chercheurs russes qui s'exilent. Puisque au ministère en France, par exemple, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mais le ministère en France, il y a de l'argent pour les collègues ukrainiens, mais il n'y a pas d'argent pour les collègues russes. Donc, on bénéficie d'un programme TEMIS aujourd'hui pour les chercheurs en exil, et pour ça, il y a Bard College à Berlin et à l'université Smolny Beyond Borders, qui est consacrée aux étudiants en innovation forcée. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci d'être venu. Merci beaucoup de votre présentation, Philippe Poussin. Je tiens à remercier infiniment Jean-Pierre et l'équipe du CRAL d'avoir organisé cette journée d'études et je suis honorée d'être présente aujourd'hui. Alors, il y a 13 ans, alors que je préparais mon diplôme dans une des universités russes, j'ai proposé à mes professeurs de rédiger un diplôme sur la narratologie et ils m'ont répondu que la narratologie n'existait pas. J'ai fait quelques recherches là-dessus pour prouver l'existence de la narratologie. J'ai notamment lu les livres de plusieurs des collègues qui sont présents et présentes ici aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureuse d'être à cette journée d'études qui est une belle preuve de l'existence de cette discipline. Et maintenant, je passe à mon sujet. J'ai longuement réfléchi à la meilleure manière de présenter mes pensées en 5 minutes et j'ai conclu que la forme la plus accessible serait celle de cercle de fragments. Roland Barthes a décrit son projet autobiographique comme suit, je cite, « Écrire par fragments, les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle. Je m'étale en rond tout mon petit univers en miettes au centre-coin. » En citation. Je me permets d'adopter cette figure rhétorique pour construire un cercle de fragments constitué de questions et de problèmes à l'intérieur duquel j'essaie de développer mon projet de recherche sur la sensibilité narrative dans les récits autobiographiques contemporains. Le premier fragment serait empirique. Dans une certaine mesure, l'objet détermine la discipline, tout comme figure 3 de Genette était autrefois fondée sur l'analyse de Proust ou la morphologie du conte de Pope sur une analyse des contes d'Afanassiev. Les pratiques autobiographiques contemporaines, influencées par les nouveaux médias, peuvent définir la recherche narratologique d'aujourd'hui. Mes réflexions actuelles... On t'entend presque pas ici au fond. D'accord, excusez-moi s'il vous plaît, je vais essayer de parler plus haut. Alors, Vous pouvez dépasser les 5 minutes. Voilà. Il y a le temps. Alors, je reprends. Mes réflexions actuelles sur les perspectives de la narratologie sont ancrées dans le matériau de l'autofiction russe. L'autofiction russe, bien que récente, connaît un développement intensif. En quelques années, le genre s'est imposé, influençant non seulement les préférences du public lecteur, mais revendiquant également un statut politique. Les écrivains d'autofiction russophones, principalement publiés dans les maisons d'édition indépendantes ou tamizdat, représentent des expériences marginalisées et écartées par la propagande officielle. Leur voix témoigne non seulement des bouleversements socioculturels après le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais également des traumatismes du passé soviétique et post-soviétique non traités. Il convient de prendre avec précaution le terme autofiction ici parce que ce terme sert d'autodésignation à cette littérature. Il englobe diverses pratiques de genre hybride telles que l'autothéorie,
les récits d'enquête, les fictions de mémoire et bien d'autres. Deux tendances notables émergent ici. Premièrement, l'autofiction russophone se présente comme un discours politique, mettant en lumière des expériences marginalisées absentes jusqu'alors des sphères de représentation publique. Deuxièmement, fortement influencée par les nouveaux médias, l'autofiction propose de nouvelles façons de légitimiser l'expérience. En étant publiée de manière autonome, souvent en ligne et gratuitement, ces textes démocratisent l'accès et invitent les lecteurs et les lectrices à relier leurs propres expériences narratives à ces traumatismes collectifs qui sont longuement restés dans l'ombre. Une des étudiantes de mon cours sur l'autofiction a exprimé dans son essai final, je cite, « J'ai placé ma foi en Hervé Guibert et Oksana Vassiakine de la même manière que je croyais autrefois en Proust et Tolstoï. Cette conviction m'a guidée dans l'écriture de ma propre fiction. » Fin de citation. Alors, deuxième fragment que je veux évoquer, il est lié au problème des récits de soi à l'ère des nouveaux médias. En fait, les pratiques autobiographiques contemporaines dépassent le médium verbal, et alors que l'autobiographie traditionnelle était définie par le recours privilégié au langage pour la représentation de soi, l'introspection et la narration de l'expérience vécue, cela évolue dans ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui l'ère post-médiatique, pour emprunter le terme de Rosalind Krauss. Aujourd'hui, l'autobiographie se construit tout autant et même davantage à travers d'autres moyens médiatiques, la photographie, la vidéo, les médias numériques, les médias digitales et ainsi de suite. Les avancées technologiques permettent désormais d'enregistrer les événements sur les supports numériques, remplaçant ainsi la forme traditionnelle du journal intime ou des mémoires. Et par conséquent, l'autobiographie littéraire est influencée par cet environnement médiatique, transformant ainsi son modèle narratif. Et les médias façonnent les récits autobiographiques en modifiant non seulement leur forme narrative, qui évolue vers une non-linéarité qui reproduit la logique des bases de données, mais également la relation du sujet avec la catégorie de l'expérience essentielle pour la narratologie, post-classique ou cognitive. En effet, les médias sont capables non seulement de stocker la mémoire des événements, mais souvent de le faire de manière plus précise que les individus eux-mêmes. Et je reprends ici dont Anne a parlé tout à l'heure. Et cette relation entre la mémoire technologique et la mémoire individuelle, entre l'inconscient des médias et l'écriture consciente à partir de l'expérience, devient ainsi un terrain d'exploration fertile du point de vue non seulement esthétique, mais aussi éthique. Ainsi, la logique de la médiation de soi, et pour reprendre le concept de Rosenhan Walter, remediation, oscillant entre l'immédiateté et l'hypermédiation, suscite une réflexion sur le problème de l'aliénation de l'expérience. Le narrateur qui tente de relater l'histoire de sa famille, par exemple, en s'appuyant sur les médias comme support matériel du passé, est confronté au défi éthique de l'appropriation de ce passé, de l'expérience d'autrui. Et enfin, cette problématique, qui est nommée parfois sous le terme d'automédialité, transforme les fonctions des récits autobiographiques, les rendant de plus en plus performatifs et offrant de nouveaux régimes de témoignage. Et mon troisième fragment est lié au problème de la sensibilité narrative. Un autre défi auquel sont confrontés les narratologues s'intéressant aux récits relevant de l'empire autobiographique est celui de la sensibilité. Le problème de l'expérience constitue une catégorie fondamentale de la narratologie actuelle. Cependant, la littérature contemporaine, passionnée par les évolutions politiques, philosophiques et socioculturelles, met en avant non seulement le problème de l'expérience, mais également celui de la sensibilité. Tout comme les récits littéraires du modernisme étaient sensibles à la nouvelle perception du temps, de l'espace, de la technologie au tournant des siècles, la littérature contemporaine
et en particulier la littérature autobiographique, est sensible aux nouvelles expériences, aux dominances éthiques, aux défis sociaux, aux traumatismes collectifs, aux traumatismes familiaux. Et la représentation de la sensibilité, bien sûr, intervient à différents niveaux du récit et peut être envisagée à plusieurs niveaux d'analyse, au niveau de l'histoire, aussi bien qu'au niveau du discours, affectant également la sensibilité des récepteurs, des lecteurs et des lectrices. Et enfin, je veux emprunter le concept de Jacques Rancière. Enfin, les récits autobiographiques contemporains offrent de nouveaux régimes de sensibilité qui rendent visibles des expériences qui évitaient auparavant des domaines de la représentation publique. Au centre, quoi, demande Roland Barthes en décrivant son cercle de fragments. Alors, le fragment, enfin, ne détruit pas le récit. L'idée de récit est centrale pour comprendre comment le sujet se construit dans différents médias, comment garde-t-il sa mémoire du passé, comment il rend visible son expérience, comment il contribue à la représentation d'une mémoire collective ou du trauma collectif. Ma thèse est que les textes autofictionnels ou autobiographiques et contemporains peuvent être décrits comme une pratique narrative particulière. Ils sont caractérisés par l'incomplétude, la fragmentation, le traumatisme, l'articulation de l'expérience particulière, une homodiégèse particulière. Les catégories clés développées par la narratologie actuelle et pertinentes pour cette étude sont l'affect, l'empathie, le trauma, l'expérience et bien d'autres en fait. En même temps, toutes ces catégories n'ont pas été développées à l'origine par les narratologues, mais empruntées à d'autres disciplines telles que par exemple la psychanalyse ou la phénoménologie. Malgré les tentatives prometteuses d'établir un lien étroit entre les formes et structures des récits et ces catégories surmentionnées, celle-ci reste un champ de recherche ouvert. Par exemple, il n'a pas encore été établi quelles structures narratives sont responsables de la production d'empathie ou de la manière dont les médias peuvent impliquer une réponse affective chez le destinataire, chez le lecteur ou la lectrice. Donc, la perspective la plus importante que j'aimerais mettre en avant est l'élaboration d'un modèle intégratif. On a beaucoup parlé là-dessus aujourd'hui. Et la recherche dans des disciplines voisines montre à quel point toutes ces catégories sont étroitement liées. Par exemple, José Van Dijk démontre comment les médias influencent la diffusion de l'affect, tandis que Harald Weilenberg a montré le lien entre le trauma et l'empathie dans le récit. Il a montré que pour comprendre les récits sur les traumatismes, il faut avoir vécu des traumas et d'éprouver de l'empathie. J'aimerais laisser le centre du cercle inachevé. D'une part, parce que mon corpus s'enrichit constamment de nouveaux textes, élargissant l'empirie et proposant de nouvelles formes de récits autofictionnels. Et d'autre part, parce qu'il me semble que l'une des missions de la narratologie à venir sera de développer des outils pour traiter les formes de discours narratifs instables, incohérents, incomplets, contradictoires, qui définissent largement le paysage médiatique contemporain. Merci. John, c'est toi qui parles. C'est ça l'intro. Mais je crois que vraiment je te présente. Un tour de table. En deux mots. Ah, pardon. Alors, John est quelqu'un qui a longtemps traversé l'Atlantique et a fait une thèse avec Genette. Déjà. Oui, ouais. Et qui est donc membre du CRA depuis très longtemps, et qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, est à l'origine du séminaire, et du réseau international au sein duquel se trouve le séminaire, notamment par des
aux associations amicales et scientifiques avec plusieurs centres en Allemagne, dont à l'origine le centre de Hambourg, bon, avec Goldschmidt, etc., et qui est aussi à l'origine de la collection de Gruyter la collection de narratologie chez De Gruyter, oui, je ne sais pas, il y a combien, une soixantaine de volumes maintenant? Près de 90. Près de 90. Depuis 2003. Voilà. Et donc, et qui a aussi pris du temps pour s'intéresser au fond à la traduction de. Vous parlez de Prague tout à l'heure. Voilà, avec les collègues de l'Université de Prague pour traduire Gauss. En français. Oui. Bon, qui est l'éditeur d'un nombre de 17 ouvrages collectifs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cite juste les deux derniers. Donc, Contemporary French and Francophone Narratology, qui date de 2020, dont il a été question tout à l'heure, est un retour aux États-Unis, à Ohio State University, dans la collection Phelan. Et puis, effectivement, quelque chose d'important, qui est le Handbook of Diachronic Narratology, qui date de 1920. On a fêté le 100e anniversaire du formalisme russe, c'était juste la ligne au-dessus, excusez-moi. Et de 2023, et je signale, puisque vous êtes doctorante, que donc il y a un certain nombre de volumes qui sont en ligne maintenant chez les lecteurs gratuitement. Oui. Le Handbook of Narratology est en ligne. Voilà, donc, qui doit être la ouvert à tout le monde. troisième édition. À toi. D'accord. 5 minutes. Hein. D'accord. Voilà. Bon, je vais essayer. Alors, pour savoir où on va, il n'est jamais inutile de savoir ou d'essayer de savoir où on en était. Ceci vaut également pour l'évolution de la théorie narrative et il vaut en particulier pour le séminaire, pour notre séminaire qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Je ne reviendrai pas sur cette histoire copieusement traitée par mes collègues, mais présenterai brièvement les différentes étapes de ma propre recherche telles qu'on peut les tracer par le biais des sujets traités dans mes interventions et aussi dans bon nombre de mes publications. 4 grands axes ressortent de ces interventions. La notion de configuration narrative, la transtextualité et l'intermédialité, la narrativité, et enfin le récit vu sous l'angle des sciences de la complexité. En ce qui concerne les configurations narratives, cette notion s'inspire en partie du prendre ensemble, Seeing Things Together, proposé par Paul Ricoeur et Lewis O. Mink. C'est un acte de compréhension configurationnelle qui, dans la réception d'une histoire, permet de penser les références en avant, prospection, et les références en arrière, rétrospection, en même temps. Ce schéma unificateur de la compréhension narrative est complexifié et rendu plus dense dans un roman comme Lolita de Nabokov, chargé d'intertextes et d'allusions, parfois divergents les uns par rapport aux autres, qui injectent dans la trame de l'histoire d'innombrables chassés-croisés textuels. Ceci provoque une multiplicité de configurations à tous les niveaux, dont le degré de convergence est variable et fluctuant. Pour faire face à cette fragmentation intertextuelle, j'ai adopté un système de cadres intertextuels issu d'une part des schèmes et des scripts cognitifs et d'autre part de ce que Umberto Eco a appelé l'encyclopédie, une compétence culturelle qui rend possible l'interprétation sémantique et contextuelle des discours narratifs. Les configurations narratives sont toujours multiples et irréductibles en singulier. Le nombre, la taille et la complexité varient d'un récit à un autre. Une autre problématique abordée dans mes interventions est celle de la narrativité. Pour Greimas et son école, la narrativité est imminente au discours, le principe organisateur de tout discours.
Mais on ne peut pas dire que pour la narratologie structurale dans son ensemble, la narrativité était une question fondamentale. C'est avec le tournant narratif dans la recherche internationale aux années 90 vers le récit dans les différents domaines et la multiplication des objets narratifs, cinéma, art plastique, bande dessinée, jeux vidéo, etc., que les chercheurs se sont intéressés moins à la question qu'est-ce qu'un récit qu'à celle de ce qui constitue le récit, quelle est la conditionnalité du récit. Qu'est-ce qui constitue la narrativité? OK. Donc, les travaux consacrés à la narrativité se déclinent en deux groupes. Le premier extensionnel ou immanentiste distingue entre le fait d'être un récit et le fait de posséder de la narrativité, selon Marilyn Ryan. Ou pour David Herman, entre un prédicat binaire, être ou ne pas être récit, et un prédicat scalaire, un récit est plus ou moins prototypiquement une histoire. L'autre perspective sur la narrativité défendue par Meyer Sternberg est fonctionnaliste. Pour lui, la narrativité est le jeu, je cite, le jeu de suspense, curiosité, surprise entre le temps représenté et le temps de la communication, quelle que soit la combinaison, le support, la forme manifeste ou l'attente d'indicitation. Et Raphaël Baroni a travaillé aussi dans ce domaine. Hein. C'est un peu le Sternberg, un peu le Sternberg francophone, pas trop. Mais, bon. Mais selon Sternberg, et ceci est fort intéressant, je pense, il ne faut pas commencer par la définition de récit avec sa division artificielle en histoire et discours à laquelle on ajoute une dose de narrativité. Au contraire, c'est à partir des forces dynamiques de la narrativité, suspense, curiosité, surprise, que les récits sont générés. D'abord de la narrativité, ensuite le récit. Donc, voilà, donc maintenant, troisième sujet que j'ai traité dans mes différentes interventions concerne l'intermédialité et la transtextualité. Alors, ces phénomènes ne sont pas des catégories narratives proprement dites. Des relations intermédiaires et transtextuelles peuvent exister entre un ballet et un tableau, entre une sculpture et une chanson, mais elles sont indissociablement liées à l'expansion du récit au-delà des langues naturelles. D'une part, l'intermédialité représente l'expansion de l'intertextualité. L'intertexte est monomédial vers la ou la polymédialité, à l'instar des arts de la scène. D'autre part, et c'est avec le passage entre le récit langagier et le visuel, ou entre le récit langagier et le sonore, que les effets de narrativité sont produits dans un tableau ou dans une interprétation musicale. On peut parler avec Meryl O'Ryan et Yann Noel Tone de Media Conscious Narratology. On a déjà entendu sur l'intervention sur cette question. Donc, une Media Conscious Narratology, une narratologie sensibilisée aux contraintes et aux effets de tels médiums sur les possibles narratifs. La transmédialité porte sur les phénomènes qui se produisent à travers les médias, personnages, temps, espace, etc., tandis que l'intermédialité désigne ce qui se passe entre les médias. Un tableau présenté comme si il était une histoire, un roman présenté comme si il était une interprétation musicale. Alors, donc,
Voilà, donc, maintenant, OK. Complexité. Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc maintenant, OK, voilà, voilà. Voilà, et le dernier volet. Bon, j'essaie d'aller vite. Euh, donc, le récit est vu sous l'angle des sciences de la complexité. Alors, la rencontre entre la narratologie et la complexité est récente, datant de moins de 15 ans. La propre découverte de ce lien fut une petite révolution, car la complexité récapitule à quelques égards mes recherches antérieures, tout en ouvrant de nouveaux horizons. Très brièvement, je considère le récit comme un système complexe ou dynamique. Si un système est un tout intégré dont les parties sont organisées de manière hiérarchique, un système complexe dynamique manifeste un comportement changeant au niveau macroscopique, changeant enfin de niveau d'organisation, provoqué de manière imprévisible par l'émergence de comportements collectifs des parties. Par conséquent, les relations entre les parties et le tout sont asymétriques et disproportionnelles. Pour ces raisons, un système complexe ou dynamique est un système ouvert et évolutif. Conçu selon ces critères, le récit n'est pas la mise en discours d'une structure sous-jacente, un système clos. Le récit est plutôt le produit émergent de forces instables conditionnées par 4 facteurs. La non-linéarité, l'irréversibilité, un dispositif de feedback et des bifurcations. Bon, ce que cela veut dire pour le récit peut être appréhendé très brièvement par la distinction entre séquence et séquentialité. Par séquence narrative, on entend en général le passage d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre et le retour à un état d'équilibre, suivant le modèle mécanique newtonien. C'est ce que les spécialistes de la complexité appellent une structure conservatrice vouée à la stabilité du système. La séquentialité, par contre, correspond à une structure dissipative et elle est par conséquent instable. Elle est caractérisée par l'irréversibilité, ce que les physiciens appellent la flèche du temps, par la non-linéarité provoquée par la présence de causes multiples dans la suite des événements, et elle procède par une suite de bifurcations, c'est-à-dire des briseurs de régularité et d'équilibre. La séquentialité narrative, anthropique par nature, est donc jonchée d'asymétrie et de disproportions, provoquant au sein du récit des instabilités narratives. Toute idée d'un récit idéal entretenant des relations isomorphes avec la séquence, d'un tout représentant la somme de ses parties, doit être donc écartée. Donc, pour conclure, il existe entre les configurations narratives, que j'ai traitées il y a assez longtemps, et les instabilités narratives, une ligne d'évolution qui pointe, je pense, vers un horizon potentiel pour la recherche en narratologie. Merci.